messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce numéro de cet écrit, le magazine consacré aux livres sur la RTB. Au Burkina Faso, trouver un emploi après l'obtention d'un diplôme est de plus en plus difficile. Les jeunes diplômés sont souvent contraints d'accepter des emplois moins bien payés ou non qualifiés. Cette situation est due à plusieurs facteurs, notamment le manque d'emploi, le déclassement à l'embauche et les difficultés de mise en œuvre des politiques publiques de l'emploi. Pour analyser sans complaisance le sujet, Dr Abdoul Karim Kobré nous propose un formidable ouvrage avec pour titre « L'insertion professionnelle des jeunes diplômés au Burkina Faso » et un sous-titre « Les politiques actives du marché du travail comme alternative ». Pour parler de son livre, je reçois donc l'auteur pour vous. Bonsoir, docteur. Bonsoir, M. Kindo. Et merci de venir nous aider à comprendre ce sujet crucial de l'insertion des jeunes diplômés dans la sphère de vie professionnelle. Vous êtes docteur en sciences humaines et humanités nouvelles avec comme spécialité la formation des adultes, un diplôme de 3e cycle que vous avez obtenu en France. Vous possédez une solide expérience professionnelle dans la gestion des projets et programmes en Afrique subsaharienne axés sur l'ETFP, la formation par apprentissage et l'emploi des jeunes. Et vous êtes consultant. Merci de venir répondre donc à notre invitation et surtout merci de votre disponibilité, docteur. Quand on parle de sans-emploi, est-ce que c'est lié au chômage? Et d'abord, le chômage même, c'est quoi? On peut définir le chômage selon l'approche du BIT et selon le Bureau international du travail, qui considère qu'un individu est au chômage s'il remplit 3 conditions. Donc, au Burkina Faso, l'âge pour travailler est de 16 ans. Donc, il faut d'abord que cet âge, l'individu qui veut travailler ait les 16 ans. Maintenant, les 3 conditions. La première condition, il faut que la personne soit sans emploi. La deuxième condition, c'est que la personne est à la recherche d'un emploi. Et la 3e condition, c'est que la personne est disponible pour travailler. Et donc, en appliquant cette définition dans le cas des pays en développement, notamment le Burkina Faso, on a l'impression qu'il n'y a pas de chômage. Oui, voilà, tout à fait. Voilà, selon la définition du BIT, le taux de chômage au Burkina est de 4%. Cela ne reflète pas la réalité. Exactement. Voilà. Et alors que notre situation est autre. Voilà pourquoi l'INSD utilise d'autres techniques pour quand même trouver un taux de chômage qui est réaliste. Voilà. Donc, au Burkina Faso, on ne peut pas considérer quelqu'un qui n'est pas diplômé comme étant quelqu'un qui n'est pas à la recherche de l'emploi. Donc, ici, chez nous, que tu sois diplômé ou pas, que tu cherches de l'emploi ou pas, tu es considéré comme un chômeur. Exactement. Donc, en étudiant la question du taux de chômage de cette manière, on constate que le taux de chômage au Burkina avoisine les 20% et dans les 2 grandes villes de Ouaga et de Bobo, ça peut avoisiner même 30%. Voilà. On parle également d'abord du déclassement à l'embauche. Oui. C'est quoi d'abord le déclassement à l'embauche? L'économie du travail, la notion de déclassement permet d'analyser la relation formation-emploi. Et donc, on peut utiliser 3 approches pour analyser le déclassement professionnel. La première approche est l'approche normative. Cette approche normative s'inscrit dans une perspective adéquationniste. Cela veut dire c'est l'adéquation entre la formation et l'emploi. La personne a étudié jusqu'à un certain niveau. Si l'emploi qu'il occupe correspond par exemple à ce niveau, on considère que cette personne n'est pas déclassée. Donc l'approche statistique aussi considère que quelqu'un est déclassé lorsqu'il occupe une fonction, il occupe un emploi dont le niveau est inférieur à son niveau. En ce temps, la personne est déclassée. Mais le contraire aussi est possible.
La personne peut occuper un poste, son niveau est inférieur à ce poste, mais on a mis la personne à ce poste. En ce temps, cette personne est surclassée. Donc, l'approche subjective, c'est cette approche qui m'intéresse. Et c'est cette approche que j'ai utilisée dans le cas du Burkina Faso. L'approche subjective du déclassement, c'est lors de l'enquête, c'est l'individu lui-même qui estime que lui, il est déclassé. Pourquoi? L'individu connaît son niveau de formation. Il compare sa situation et avec l'emploi qu'il occupe. En ce temps, l'individu considère que lui, il est déclassé ou pas. Voici les 3 approches du déclassement. Et est-ce que ce phénomène est récurrent au niveau du public ou du privé? Très bien. Donc, l'étude que j'ai menée au Burkina Faso, en utilisant l'approche subjective, a permis de produire des résultats probants. Par exemple, le premier résultat, c'est que plus de 48% des jeunes à l'embauche sont déclassés. C'est un résultat vraiment qui parle. C'est très dangereux. Au public? Oui. Non, au privé. Au public et privé. Oui, c'est-à-dire dans les 2 niveaux. Dans les 2 niveaux. Deuxième résultat, c'est que le déclassement est plus accentué chez les hommes que chez les femmes. Cela s'explique tout simplement par le fait que la femme, en tant que mère, elle est soucieuse du bien-être de sa famille. Donc la femme prend moins de risques que l'homme. Donc cela veut dire que lorsqu'on la propose un poste, elle sait que le niveau est inférieur à son niveau, mais elle pense plus famille. Ça fait qu'elles acceptent certains postes quand même dont le niveau est inférieur. Donc ça fait que c'est ça qui montre que les femmes sont moins déclassées que les hommes. Le troisième résultat ici, c'est que le déclassement est l'apanage des entreprises privées. Donc le résultat montre que plus de 75% des personnes s'estiment être déclassées dans les structures privées et contre 22% dans les structures publiques. Oui. Ça aussi, ça s'explique. Et dans les structures publiques, on rentre soit par les concours de la fonction publique et avant aussi les concours sur mesures nouvelles qui ont été supprimés. Donc, lorsque on lance le concours de l'ENAREF cycle A, on dit c'est niveau maîtrise en économie ou bien en droit. Donc déjà, même si vous avez le doctorat, vous n'allez pas mettre le doctorat dans votre dossier. C'est la maîtrise. Vous partez passer en âme et conscience. Et vous ne pouvez pas se plaindre un jour pour dire que vous êtes déclassé. Donc c'est ça qui fait que dans les études, on constate que le déclassement est plus parlant dans les structures privées que dans les structures publiques. Oui. Voilà. Oui. Mais docteur, est-ce que quelque part le fait qu'il n'y ait pas d'emploi, c'est-à-dire le manque d'emploi, ne peut pas aussi expliquer l'acceptation de cette situation du déclassement par les diplômés? Oui, mais c'est ça. Ça dit que la cause principale du déclassement, c'est quoi? C'est le déséquilibre du marché du travail. Le déséquilibre entre l'offre et la demande du travail dans le marché du travail. Il y a plus d'offreurs de travail que de demandeurs de travail. L'offre de travail émane des ménages, c'est-à-dire les individus qui ont la force de travailler ou bien qui ont le capital humain. Mais la demande du travail émane de l'entreprise, émane aussi de la fonction publique, émane aussi des collectivités territoriales, émane aussi des organisations. Et donc, c'est eux qui demandent du travail. Mais la quantité de travail qu'ils demandent est inférieure à l'offre de travail. Tout à fait. Donc, ça fait que les gens se disent, bon, comme il n'y a pas assez de travail, et même si j'ai un grand diplôme, c'est mieux d'aller prendre ce poste-là que de chômer. Et c'est là les dangers, vous voyez. Et donc le déclassement est un phénomène, si on ne l'arrête pas, il y aura un moment où le diplôme ne sera plus un signal. Voilà, les économistes disent que le diplôme est un signal pour l'employeur, pour l'entrepreneur. Mais lorsque on a une situation comme ça, eh bien, vous allez trouver des gens qui ont des 2SS, des 2A, qui sont vigiles. Voilà, parce qu'il ne peut pas rester à la maison, parce que dans notre société, lorsque vous ne travaillez pas, vous êtes même discriminé dans votre propre famille. Tout à fait. La personne, il est obligé d'aller faire quelque chose, et en ces temps, cette personne ne peut pas être motivée. Et une des conséquences du déclassement, c'est que
c'est l'éviction des travailleurs moins qualifiés au profit des travailleurs qualifiés. Donc, ceux qui sont plus qualifiés, ils vont chasser sur le marché du travail ceux qui sont moins qualifiés. Et là, c'est ça le danger. Et donc, lorsque les gens sont chassés du marché du travail, mais ils vont faire autre chose. Donc, vous voyez que c'est une situation un peu dangereuse qu'il faut... C'est très compliqué. Voilà. Mais comment on peut lutter contre ce déclassement à l'embauche des jeunes diplômés au Burkina? Pour lutter contre le déclassement à l'embauche, il faut voir le système d'intermédiation sur le marché du travail. Donc, l'étude a montré que dans le système d'intermédiation sur le marché du travail au Burkina, nous avons des structures publiques de placement, dont l'ANPE est une structure mère. Et vous avez aussi des structures dites privées de placement. Je vais expliquer. Donc, l'étude a montré que les structures publiques de placement ont perdu une part de marché importante au profit des structures privées de placement. Alors que lorsqu'on regarde les cas du Burkina, ces structures, la plupart ne sont même pas des structures de placement, puisque ce n'est pas leur activité principale. Donc, beaucoup de structures se proclament structures de placement, alors que c'est des bureaux d'audit, c'est des structures qui font autre chose, mais le placement est une activité secondaire. Vous voyez, c'est ça le danger. Tant que ça marche, ils sont dedans. Voilà. Et donc, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de transparence. Vous voyez, ça fait qu'il y a beaucoup de recrutements qui ne passent pas par la voie officielle. Vous voyez, lorsque vous voyez les offres que l'Observatoire national de l'emploi et de la formation publie, oui. mais en termes de statistiques, c'est inférieur à ce qui se passe. C'est ça. Donc, tout ce qui se passe dans les souterrains, c'est ça qui crée les problèmes. Et voilà pourquoi, moi, je salue l'initiative du gouvernement de supprimer les concours sur mesure nouvelle. Voilà, ça dit que c'est une justice sociale. Et ça permet aux enfants de n'importe qui d'avoir au moins une chance. Tout à fait. Voilà, lorsqu'on part faire les concours de la fonction publique, on a gagné ou on n'a pas gagné, on sait qu'on est parti sur le même pied d'égalité. Donc voilà, pour lutter contre le déclassement, il faut voir la question d'intermédiation sur le marché du travail. Aussi, il faut régler la question de concertation tripartite. Je sais déjà, la concertation tripartite existe au Burkina. C'est une concertation entre l'État, le patronat et les institutions de formation. Ça, c'est important. Puisque lorsqu'il n'y a pas de concertation entre les trois parties, vous voyez, l'enseignement aujourd'hui est un business. Les gens forment, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes sont formés, mais on les déverse dans la nature. Mais beaucoup, leur formation ne cadre pas avec les besoins du marché. Donc la formation n'est pas adéquate par rapport aux débouchés. Voilà. Et donc, lorsqu'il n'y a pas de concertation entre l'État, les patronats et les institutions de formation, on forme au hasard avec n'importe quel curricula. Et donc, ça c'est important. Nous devons régler cette question à ce que aucune structure ne puisse utiliser des référentiels de formation qui n'ont pas été validés par l'État. Et donc, en ces temps, les entreprises, le patronat, dit par exemple aux institutions de formation, nous avons besoin de tel profil, tel profil. Et les institutions de formation forment en fonction des besoins des entreprises. En ces temps, vous voyez que la question des déclassements s'y règle. C'est ça. Et votre livre également aborde le choix des canaux de recrutement par les acteurs, notamment les offreurs et les demandeurs de travail. On se rend compte, docteur, que parfois, quand vous êtes jeune diplômé issu des milieux défavorisés, parfois pour avoir accès aux mêmes canaux de recrutement que les jeunes de milieux favorisés, c'est pas simple. Absolument. Un enfant de pauvre et un enfant de riche, c'est pas facile. Absolument. Alors, il faut connaître toujours quelqu'un. Voilà. Donc, et avant de répondre directement à cette question, un des résultats importants que nous avons obtenus dans notre étude, c'est que le fait que les structures publiques de placement sont en perte de vitesse au profit des structures publiques de placement et au profit
de 2 autres canaux de recrutement qui ont apparu, notamment le canal du réseautage. Vous voyez, avant, ce canal n'existait pas. Le canal du réseautage et un autre canal que moi j'ai intitulé le canal interne de l'entreprise. Le canal de réseautage s'est développé. Et donc, les gens, il y a des recrutements, on ne publie pas. On ne publie pas. Ça dit que c'est des appels par relation, voilà, par cooptation. On en voit dans les grandes sociétés au Burkina aujourd'hui. Quand vous prenez les sociétés d'État, la plupart du temps, on n'entend pas des annonces, mais on voit que, bon, un tel va dire, ah oui, je travaille maintenant à telle entreprise ou telle autre entreprise. Donc, c'est ça le problème. Alors qu'on doit publier pour que tous les jeunes burkinabés voient l'annonce. Je pars, je postule. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, je continue la recherche. Mais si, par exemple, un groupe, par exemple, n'a pas accès, ça, c'est un problème. Et donc, ce canal de réseautage évolue très vite. Deuxième canal, le canal que j'ai appelé canal interne. Vous voyez, il y a des structures où, qu'est-ce qu'ils font? Ils recrutent des jeunes fraîchement sortis des universités et on les met en stage dans leur entreprise. Après 3 mois, 6 mois, le jeune, il acquiert une certaine connaissance, mais on ne le recrute pas directement. Directement, on garde son CV. Ils sont nombreux. Mais lorsqu'il y a des recrutements, on ne publie pas. Ce sont ces jeunes qu'on appelle. On fait appel à ces jeunes. Voilà, ce n'est pas normal. Il faut qu'on publie pour que tous les jeunes burkinabés puissent postuler. Oui. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'aller faire ces stages. Pour une question d'équité. Voilà. Donc maintenant, pour répondre à votre question, pour résoudre cette question, c'est simple. Il faut mutualiser les informations des offres. Ça dit qu'il y a plusieurs canaux de recrutement. Mais on fait en sorte que l'information est mutualisée, que ce soit le canal public, le canal privé, le réseautage, etc., que l'information soit mutualisée, pour que tout le monde ait l'information. Donc vous plaidez par exemple pour la mise en place d'une plateforme comme ça, où peut-être toutes les informations vont se retrouver. Absolument. Ça, c'est ça. Il faut une plateforme digitale. Voilà. Pour que tout le monde ait l'information. Deuxième chose, il faut améliorer la qualité du service des structures publiques, des structures privées de placement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de transparence. C'est dû à la faiblesse de la loi. Il faut la réglementation pour que ces structures qui n'ont pas le placement comme activité principale arrêtent en même temps. C'est clair. Soit le placement est votre activité principale, on vous donne l'agrément, ou le placement n'est pas votre activité principale, on vous retire l'agrément. En ces temps, on va avoir des vraies structures de placement. On va migrer vers une spécialisation. Absolument. Et là, maintenant, on peut mutualiser. C'est ça. Sinon, comment vous pouvez comprendre? Il y a des offres. Si tu n'es pas à Ouagadougou, tu n'as pas l'information. Il y a des offres. Si tu n'es pas à Ouaga et à Bobo, tu n'as pas l'information. Donc, maintenant, vous voyez, les autres villes, les jeunes n'ont pas l'information. Donc là, c'est pas normal. Il faut qu'on règle ce problème. Voilà, donc ça, c'est une deuxième manière de résoudre ce problème-là. Maintenant, aussi, il faut chercher à développer les capacités des structures publiques de placement. Moi, je suis issu de l'ANPE. Au fil du temps, l'ANPE a perdu sur le plan des capacités techniques, sur le plan des capacités humaines. Ça, il faut le dire. Donc, tant que aussi le niveau de ces structures ne se développe pas, il y a des entreprises qui ne peuvent pas avoir confiance et puis aller confier, par exemple, le recrutement à ces structures. Et souvent, ils n'ont même pas de compétences internes pour faire certains types de recrutement. Tout à fait. Voilà le problème. Voilà, donc il faut aussi qu'on renforce les capacités des structures publiques de placement pour que ces structures puissent jouer leur rôle. Tellement leur rôle. Vous êtes allé aussi interroger les politiques. Oui. Pour vous, les politiques publiques de l'emploi éprouvent des difficultés aujourd'hui. Absolument. Pourquoi et comment? Il y a 3 phases dans le cycle de vie d'un projet. La phase de conception, la phase de mise en œuvre et la phase de clôture. Et lorsque vous regardez, dans toutes ces 3 phases, il y a des difficultés. Donc, dans la phase de conception,
il faut faire un diagnostic sérieux. Et c'est ce que j'ai appelé dans les livres la faiblesse du fondement diagnostique. Il y a aussi la faiblesse de l'analyse des risques. Ça, c'est important. Vous voyez, par exemple, le Burkina Faso ne connaissait pas le terrorisme il y a 10 ans, c'est ça? Donc, toute politique que vous avez formulée avant 10 ans, et vous n'analysez pas sérieusement les risques, vous voyez la situation aujourd'hui. Oui. Mais même en pleine crise, les gens ont continué à formuler des programmes et des projets qui ne tiennent pas compte toujours de cette question du risque. Vous voyez, c'est un vrai problème. Et maintenant, l'autre problème le plus important, c'est que depuis longtemps, les politiques publiques de l'emploi, les politiques publiques en général au Burkina, n'ont pas tenu compte des questions de formation et d'emploi. Ça, il faut le dire. Dans mon livre, j'ai analysé les politiques publiques depuis 1960 et on peut dire que c'est au niveau du PNDS qu'on a pris au sérieux cette question. Vous voyez, non? Même la SCAD, le PNDS, le programme de développement économique et social. Voilà. Donc, vous prenez la SCAD aussi. Quand vous prenez la SCAD, on a inscrit dans le document une phrase ou deux phrases sur les questions d'emploi. Mais il ne suffit pas d'écrire seulement ça. Il faut qu'on voit concrètement même dans la partie cadre des mesures des résultats. Il faut qu'on voit là-bas qu'est-ce que vous voulez faire. Donc voici toutes ces faiblesses-là. Aussi, il y a d'autres choses encore. Il y a la stratégie de financement. Vous voyez, on compte sur le financement extérieur. On ne peut pas se développer en formulant des programmes et compter seulement sur l'extérieur. Je salue aussi l'initiative de l'APEC. L'agence de promotion de l'économie communautaire. C'est très important, ça va permettre de changer beaucoup de choses. Et donc, il y a la faiblesse, les capacités institutionnelles aussi sont très faibles. Je parlais tout de suite que l'ANPE est en train de chuter depuis des années. Vous voyez, ça c'est un problème. Or, c'est une structure qui doit mettre en œuvre les politiques publiques d'emploi. Et il faut que les gouvernants regardent ça. C'est très important. Et les cadres, le capital humain bouge rapidement. Donc ça fait qu'il n'y a pas de capitalisation. C'est ça le problème. Donc il faut regarder ça. Il y a aussi la faiblesse du système de suivi-évaluation. Dans nos programmes, c'est vraiment un problème. Il n'y a pas de suivi. On fait semblant seulement de faire quelques études. Oui, voilà, une évaluation sommaire. Non, ça ne marche pas. Regardez les fonds nationaux. Vous voyez, le gouvernement a épinglé des gens. Vous savez que c'est depuis notre temps que les gens faisaient ça. Ils prennent les fonds, ils ne payent pas. Et voilà, ils ne sont pas inquiétés. Puisqu'il n'y a pas de système de suivi, ils ne sont pas inquiétés. Et puis aussi, il y a des langages qui permettent même à l'individu de croire que ce n'est pas un crédit. Puisque, vous voyez, lorsque la politique intervient... Donc, le discours qui va être développé autour doit lui faire comprendre que il doit rembourser. Ça, ce n'est pas vraiment un cadeau, mais c'est beaucoup plus travailler et se développer et pouvoir rembourser. Merci. C'est ça qui a créé tous ces problèmes. Et puis, on peut aussi voir la forte instabilité institutionnelle au Burkina. Vous voyez, à chaque remaniement ministériel, on change la dénomination du ministère de l'Emploi. Oui, tantôt il est avec la fonction publique, tantôt il est avec les jeunes, tantôt avec sport, tantôt avec loisirs. Ça dit que c'est un manque d'ambition. C'est qu'on ne comprend pas les questions d'emploi. Il faut prendre au sérieux l'emploi. On ne peut pas à chaque remaniement ministériel, on change de dénomination. Et puis ce qui est grave, ce n'est pas le changement de dénomination qui est le problème. Ce changement de dénomination n'est pas accompagné par aussi des missions clés définies. Oui, l'organigramme ne suit pas. Absolument, parce que vous pouvez par exemple changer de dénomination, avoir une ambition, mais vous allez trouver que la mission là, c'est un autre ministère qui met en œuvre. Donc qu'est-ce que vous créez? C'est le conflit de compétences. On ne va pas rentrer en profondeur, mais c'est que ce problème existe depuis longtemps. Donc ça, on ne peut pas s'en sortir avec ça. On a déjà parlé des problèmes d'adéquation entre formation et emploi. Ça aussi, ça fait que les projets ne marchent pas parce que le tripartisme dont je parle est très important aussi. Donc il faut qu'on regarde ça. Et aussi,
il y a l'implication du secteur privé formel dans le financement de la formation, jusqu'à présent au Burkina, est faible. Il faut que il y ait des projets PPP en matière de formation professionnelle et d'emploi. Pour le moment, au Burkina, jusqu'à présent... Partenariat public-privé. Absolument, c'est important. Voilà, parce que puisqu'on ne peut pas compter sur le partenaire. Oui, il y a quelque chose que j'ai épinglé ici, c'est l'assistance technique internationale. Vous voyez, tous les projets qui sont financés par la coopération bilatérale et multilatérale, vous voyez, il y a des choses qu'on doit bien voir. Il y a l'assistance technique internationale. On fait venir certains consultants qui ne comprennent même pas le contexte du Burkina. Certains n'ont même pas la compétence même pour faire le travail. C'est comme si on envoie quelqu'un pour venir prendre les honoraires. C'est à nous, notre pays, nous devons dire non à ça. Le livre, on le trouve où? À Ouaga. Très bien. Et à Bobo, par exemple. Très bien. Le livre est édité en Europe, est édité par les éditions universitaires européennes. Le livre se vend très bien. J'ai les échos, mais au Burkina Faso, celui qui a besoin du livre, il passe par moi pour la commande. D'accord, il n'y a aucun souci. Docteur Abdul Karim Kobré, merci d'être venu nous parler de votre formidable ouvrage, l'insertion professionnelle des jeunes diplômés au Burkina Faso, avec comme sous-titre les politiques actives du marché du travail comme alternative. Certainement qu'on vous recevra les prochaines fois pour parler davantage d'insertion professionnelle, de formation des adultes, mais aussi de votre domaine de compétences qui est la gestion des projets et programmes en Afrique axés sur les TFP et la formation par apprentissage et de l'emploi des jeunes. Merci d'être venu. Merci à vous, merci. Voilà, c'est tout pour cet écrit de ce soir. Merci de l'avoir suivi et à une très prochaine fois pour un autre numéro. Au revoir et à bientôt. Merci.